Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Les filles, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Non! Vous savez récemment que j'ai été promue dans un nouveau rôle. Oui! Merci. Puis dans les semaines qui ont suivi, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses, beaucoup de changements, beaucoup de choses de rencontres. Puis je me suis fait beaucoup demander parce que j'avais pas changé mes cartes, j'avais pas changé mon titre, tu sais, des choses que j'ai pas faites automatiquement. Puis là, je me faisais demander, c'est-tu parce que le syndrome de l'imposteur? Oh! Ouais, plus qu'une fois. Puis, Ben voyons! Puis, tu sais, juste comme ça, naturellement, vous savez comment je suis, je réponds naturellement. Je dis, ouais, probablement, mais tu sais, ça va passer, là. Puis là, ça m'a fait réfléchir à, premièrement, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Donc, avant de vous donner la définition d'Oxford Dictionary, je voulais savoir, pour vous autres, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Ben, bon, pour moi, Marie-Ève Tremblay, le syndrome de l'imposteur, ben, c'est de se sentir, malgré la compétence, l'expérience, etc., c'est de se sentir inadéquate dans le rôle ou la tâche. C'est un sentiment d'être inadéquate. D'accord! Quelle excellente définition. Oui, c'est quoi? Je comprends où ça va avec ça. Moi, je rajouterais un petit sentiment d'anxiété et de culpabilité par rapport au... Il y a un peu de motion là-dedans, d'émotion. Aussi de dire, je suis pas à ma place. Les gens pensent que je suis meilleure que ce que je suis. Ou je me sens coupable d'être là parce que peut-être que je suis pas assez bonne par rapport à l'autre personne à côté. Il y a un petit peu d'anxiété et de sentiment de culpabilité aussi qui est un peu relié à ça. On va nous débusquer, là. On va trouver que je sais pas de quoi je parle, puis là, les autres vont dire pourquoi c'est elle qui ont nommé, qui ont donné la promotion, elle sait pas en tout de quoi qu'elle parle. Je mettrai en lumière quelque chose que Marie-Hélène a dit, c'est par rapport aussi aux gens qui t'ont choisi. Parce que habituellement, quand tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que tu es dans un rôle que d'autres gens ont voulu pour toi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ils m'ont-ils choisi? Pourquoi? Et quand tu restes dans ta petite zone de confort, c'est bien rare que tu aies le sentiment de l'imposteur. Fait que c'est plus, je pense aussi, quand tu suis un chemin que d'autres t'ont fortement encouragé à suivre. C'est de pas les laisser tomber, genre? Ben, de se dire pourquoi m'ont-ils choisi. Ils savoir que ils savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils vont s'en rendre compte que je sais pas de quoi je parle. Puis là, Ils vont me débusquer. Ils vont me débusquer. Mon Dieu, le débusquage dans cette conversation, les filles. Quel beau mot! Donc, pour moi, avant de faire quelques petites recherches par rapport au sujet, c'était vraiment un sentiment que t'es pas à la hauteur. Donc, pour moi, c'était pas mal ça. Je te sens pas à la hauteur, syndrome de l'imposteur, that's all. J'y avais jamais vraiment pensé tant que ça. Selon le Oxford Dictionary, je vais le lire en anglais, puis après ça, je vais faire une traduction très libre. Donc, the persistent inability to believe that one's success is deserved or has been legitimately achieved as a result of one's own efforts or skills. Donc, traduction libre, l'incapacité persistante, puis je vais mettre l'emphase sur persistante dans tout ce que je veux dire. L'incapacité persistante de croire que son succès est mérité ou est légitimement atteint grâce à ses propres efforts ou compétences. Donc, après un petit peu de recherche, là, c'est la clé la définition du syndrome de l'imposteur, c'est le fait que c'est persistant. C'est normal que tu rentres dans un nouveau rôle, t'es pas comme « tassez-vous de là, je connais tout, je sais tout ». Il y a toujours un moment d'ajustement. Mais c'est le fait que ça soit persistant chez toi que c'est là que le syndrome de l'imposteur arrive. Ça a une durée dans le temps. Ça a une durée dans le temps. C'est récurrent. Exact. Aussi. Une récurrence et une durée. Une pérennité. Une pérennité. Hey, Oxford Dictionary! Le petit Robert sortait de ses corps! Puis,
ben, chez certaines personnes, ça dure longtemps. Peu importe le poste qu'ils vont occuper, ils vont pas se sentir, ils vont tout le temps se dire « Oh my God, il y a quelqu'un qui va justement découvrir que j'ai pas les capacités. » Ils vont me poser une question, je serai pas capable de répondre. Therefore, tout ce que j'ai fait dans le passé pour créer ma crédibilité va être détruit parce que j'étais pas capable de répondre à une question pendant un meeting. Ce stress constant de ne pas être à la hauteur des gens avec qui tu travailles, je suis moins intelligente que tout le monde. Ils vont s'en rendre compte. Donc, voilà. C'était ça, le syndrome de l'imposteur, selon quelques définitions. Donc, une statistique qui revient dans plusieurs recherches mentionne que presque 70% de la population ont déjà ressenti le syndrome de l'imposteur. Wow! 70%. Et j'ose croire que, puis ça c'est ma petite apartheid, ça doit être 99% quand on parle de relations. T'sais, le 70% c'est au travail. Puis je me dis en relation, il y a beaucoup de monde qui ont le syndrome de l'imposteur aussi, dans tout aspect de ta vie. Le 70%... Mais qu'est-ce que tu veux dire par relation dans les relations? Je mérite pas ton amour. C'est ça, exactement. Là, tu moi, je pense que tu mérites mon amour. Non, mais si on revient aux 70% dans les statistiques au travail, ça voudrait dire que de nous 4, il y a 3 de nous qui ressentons automatiquement le syndrome de l'imposteur. Puis une pas pantoute. Et une pas pantoute. Non, on se retourne toutes vers 4 parce que Je l'ai pas, ce morceau-là. Exact. Mais on va se rendre comment nous, on se sent à propos de ça. Donc, justement, vous, est-ce que vous l'avez vécu, ce syndrome de l'imposteur? Et si oui, comment vous l'avez vécu? Ah oui. Moi, oui, souvent. Un exemple qui me vient en tête, quand j'ai été assignée comme conseillère senior aux forces spéciales, c'est un domaine que je connaissais pas. C'est une position que j'avais pas demandé parce que je pensais que c'était pas atteignable ou ça rencontrait pas mes compétences. On m'a parachuté là-dedans, dans cette position-là, puis c'est quand même assez technique, sérieux, il y a des conséquences directes. Tu donnes des conseils juridiques sur les opérations sur le terrain des forces spéciales, fait que c'est quand même assez sérieux. Le sentiment que pourquoi qu'on m'a mis là, je serais pas capable de donner des conseils juridiques. C'est sûr qu'ils vont découvrir que je suis vraiment nulle. J'ai passé par une période de remise en question, là, persistante. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. Ça a-tu duré longtemps? Ben, ça a duré peut-être une couple de mois, je dirais. Si ta prochaine question est « Comment l'as-tu surmonté? » Je vais d'y répondre. En fait, à un moment donné, faut que tu te parles. Là. Tu te dises, OK, prends sur toi, respire. Si t'es là, c'est parce que, et probablement qu'ils ont vu quelque chose que toi, tu vois pas vraiment, mais tu sais, fais-toi confiance. Puis, au fur et à mesure, en prenant des petites bouchées par petites bouchées, en retournant aux racines de conseiller des unités opérationnelles, etc., les principes de base, on revient qu'on rebâtit sa confiance, puis avec ces principes-là, manger l'éléphant en petites bouchées, ça a fait en sorte que j'ai repris confiance en mes capacités, je me suis dit, OK, I can do it. Mais ça a pris quand même une couple de mois, je dirais. Puis aussi le feedback que tu reçois des autres qui te disent « Ah, ben ouais, OK. Ah ouais, Maria, merci. » Puis tu vois que t'as une valeur ajoutée, tu fais une contribution, puis ça a de l'impact, mais ça te donne aussi... ça aide à faire disparaître cet imposteur. 4? Non. Jamais? Jamais. Ça, c'est expliqué par plusieurs facteurs. Le premier, ma mère, qui m'a jamais fait penser que je pouvais pas faire quelque chose dans la vie. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents comme ça. Toute ma vie. Mais ils ont fallait, quand même. Fallait. Après ça, l'autre chose, c'est que moi, je suis, ça va paraître extrêmement prétentieux, mais je suis assez bonne dans beaucoup de choses. Et j'ai la qualité ou le défaut de rester dans ces zones dans lesquelles je suis assez bonne. Donc,
Et on ne m'a jamais, un peu comme Marie-Ève, ce qu'elle a vécu, elle, c'est que c'est des gens qui ils l'ont parachuté dans un poste, puis parce que t'étais dans l'armée, tu dis oui, là, tu sais, je pense pas que t'avais beaucoup de... Ben, t'as pas besoin de rien dire. C'est ça, tu y vas, exactement. Tu es dans le poste. Tu es dans le poste, exactement. Et moi, on m'a jamais mis dans un poste ou dans une tâche ou une situation que j'ai eu un petit vertige. Mais t'as déjà été hors de ta zone de confort. Ouais, mais ma zone de confort, à un moment donné, elle devient rapidement... Ma zone d'inconfort devient rapidement ma zone de confort parce que je sais que ça va bien aller. Okay. J'ai Dieu de mon bord, moi. C'est ça qui arrive. Oh my freaking lord! Je pensais pas que je Moi non plus. On va pivot back to not done. OK, parfait. Non, fait que j'ai Ben, comme moi, je trouve ça j'ai cette fascinant. confiance-là Ouais, en mes moyens, puis en ma capacité de demander de l'aide. Et moi, là, rentrer dans une SAQ, là, puis choisir un vin, ça prend 2 secondes et quart. Je te spot le petit... on vient juste de parler on vient juste de parler de ça. d'anarchisme. Je te spot la personne qui peut m'aider. Je dis qu'est-ce que je mange, puis je donne un budget, puis je pars de là avec une bouteille de vin. Là. J'ai pas comme la prétention de vouloir tout faire parfait tout le temps non plus, parce que la perfection, ça coûte trop cher. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en énergie. Fait que ça, j'ai pas ça. C'est bien se connaître. Mais Ouais. est-ce que, Ouais. la question qui est-tu, Yes. est-ce que t'aurais dû avoir un petit peu de syndrome Est-ce que ça à un arrive, temps ou un autre dans ta vie? Ah, Est-ce que attendez. Oh mon Dieu! Non, puis ça part aussi d'une confiance inébranlable à mon cerveau et de trucs que j'ai plus tard réglés en thérapie, mais plus jeune, d'un manque complet d'humilité. Complet. Okay. Une inconscience totale, mais qui m'a servi et desservi, là. Ça a des pour, ça a des contre, mais aujourd'hui, avec la maturité, j'ai un petit peu plus d'humilité, puis j'ai un petit peu plus de conscience de mes limites. Versus, je pense qu'une des grandes forces de la jeunesse, c'est qu'elle sait pas qu'elle a des limites. J'adore ça. Toi, Marie-Hélène? Moi, je me souviens pas. Moi, c'est l'inverse de Catherine. C'est pour ça que je trouve beaucoup Catherine inspirante puis qu'elle m'aide beaucoup dans ma vie personnelle. Mais moi, c'est le contraire. Je me souviens pas avoir eu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est comme mon ami ou mon ennemi de tous les jours. Puis ça a pris... Là, je vis avec, dans le sens où je le reconnais, je le nomme, je sais que c'est ça quand ça kick in. Puis, tu sais, de m'affirmer plus, de reconnaître, mais c'est comme si tu sais, je travaille fort pour arriver où ce que je suis, puis quand j'arrive, c'est pas grâce à moi, là, tu sais, c'est parce que j'ai des aidés, c'est parce que... Fait que moi, ouais, je suis un peu chanceuse aussi, fait que ça prend beaucoup ça a pris beaucoup plus jeune là, d'énergie mentale, de charge mentale vraiment, parce que tu sais, tu te sens toujours pas à ta place faire des cas. Puis là, quand les gens te donnent la reconnaissance, tu sais, moi je suis un peu awkward dans la vie en général, mais quand ça arrive, je suis comme puis je m'en... Tu sais pas comment prendre les applaudissements. Je suis pas bien, c'est pour ça que tu sais, ce qu'on fait ensemble puis tout ça avec le podcast, moi ça m'aide beaucoup parce que j'ai beaucoup ce sentiment-là comme au quotidien. Je sais pas si Candice va nous amener là, mais ça m'aide aussi, là. Tu sais, j'ai appris à le gérer puis à l'utiliser quand j'en ai besoin aussi, parce que ça peut servir, c'est pas juste négatif, là. Je vais pas juste me passer la rate au courbouillon à tous les jours. Pardon? What does this mean? J'aimerais prendre un moment pour adresser de what the hell est-ce qu'on est en train de parler. La rate au C'est une courbouillon. expression française. Ah, comme les produits Kerastase! La rate, OK, au courbouillon, OK, c'est dans train de cuire la rate, OK, je comprends où on s'en va là-dedans, j'aimerais ne plus jamais entendre cette expression, mais bon, c'est un détail. C'est une expression très française, là. Je pense que c'est les années avec mon chum, là, mais c'est ça, en fait, moi, c'est constant, en fait, tu sais, puis même dans un poste, même dans un nouveau poste, même dans un poste que j'ai déjà fait au travail, là, si on spécifie par rapport au travail, c'est constamment, tu sais, quand les gens, surtout, tu sais, on en a parlé dans l'autre poste, mais là, moi, je suis la plus senior dans mon organisation maintenant, ben là, c'est comme, I'm the shit, là, tu sais, c'est comme... Il pose la question, puis... Il attend une réponse. C'est ça, une réponse. Inspirante. Ouais, inspirante, tu sais, l'expression, faut t'inspirer les gens. Donc, tu sais, maintenant, c'est sûr que moi, ce qui me...
ce qui m'aide beaucoup, là, c'est le fait d'avoir moins de relations dans ma vie autour, puis d'avoir des relations plus proches dans lesquelles je suis plus à l'aise, tu sais, puis que je suis plus confortable, puis que les gens m'aident à mieux m'aider à gérer, à me supporter dans mon sentiment de l'imposteur. C'est ça qui m'aide, mais c'est ça. Moi, c'est un compagnon constant. Compagnon constant. De Constant vie, de ouais. vie. Moi, je pense que c'est... tu sais, on a bien vu avec 70% de la population qui ont déjà ressenti ce symptôme-là. J'ai l'impression que tu es plus proche de la majorité. Moi, je Qui ont- contribue directement à ça. Puis, Kat, c'est juste... C'est les 30%. C'est dans le 30%. C'est le Trop 30%. d'opposition Exactement. éternelle. Mais c'est bien ce que vous dites parce que maintenant qu'on a défini puis on a mentionné qu'on l'a pas mal tout vécu, je me posais la question, est-ce que le syndrome de l'imposteur, il peut pas être vu comme une bonne chose des fois, ou du moins avoir des avantages? Donc, je vous demande ça parce que dans une étude du professeur Bassina Al-Tefik, du professeur du MIT Sloan, publié dans le Harvard Business Review en mai et juin 2022, donc très récent, a fait une étude, puis les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur, ils vont adopter un focus qui est basé plus sur autrui. Donc, Tellement! exact. Donc, sont vus comme plus efficaces en relation interpersonnelle. C'est clair. Parce qu'ils vont prendre, tu sais, ils vont valider, ils vont aller checker, ils vont, tu sais, c'est important ce que les autres pensent, tout ça. Donc ça leur amène. Exact. On me regarde dans la salle. Ah, oui, Exactement. On ne regarde pas Catherine, on regarde. Non, exactement. Ça te donne l'aspect que, justement, tu as de l'air plus humble. Pas que les gens qui ne souffrent pas d'un syndrome de l'imposteur ont de l'air egotistical, puis donnez-moi un mot Égocentrique. français, merci, égocentrique ou plus imbu d'eux-mêmes. Mais le syndrome de l'imposteur, selon cette étude-là, te donne un aspect plus humble, puis validation de groupe. Donc, Oui. Plus collaborative. plus collaboratif, plus tes relations interpersonnelles sont plus solides, Ah. selon ceci. La même recherche a démontré qu'il n'y a pas de preuve empirique que le syndrome de l'imposteur mène vers une dégradation de la performance au travail. Ils ont été vers des joueurs de basketball de haut niveau, plein de gens hyper performants, puis le 70%, ils se retrouvent dans toutes les sphères de travail, que tu sois dans un domaine highly compétitif ou pas du tout. C'est non relié. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, Pensez-vous que vous voyez comme Kat? Ouais. Revenons à toi. Eh oui. Tu le sens pas, toi, mais Non. est-ce que tu penses que ça t'aiderait Oui. de temps en temps de Ben, sans ressentir? nécessairement de ressentir le syndrome de l'imposteur, mais comme une fois, ça fait 800 fois que j'en parle, j'ai fait de la thérapie. Mais la notion, moi, de consultation avant de prendre une décision, que j'ai pas besoin, comme intrinsèquement, je n'ai pas besoin de ça. La notion de validation par les autres de mon comportement ou de qui je suis, je n'ai pas besoin de ça. C'est très utile au quotidien pour décider quelle couleur de céramique, là. Mais au travail, c'est un problème parce que si tu prends tout le temps tout seul les décisions, les gens détestent se faire imposer des choses. Donc, quand tu les consultes, d'abord, c'est bon pour la décision et l'équipe parce que tout le monde fait partie de la décision, mais c'est bon pour toi aussi parce que ça se pourrait que la décision elle soit meilleure. Et il y a une expression qui dit... je vais la dire en anglais, moi aussi. C'est quoi? C'est go fast, go alone, go far, go together. Donc, moi, go fast, j'ai ça très, très fort en moi. Vite. Et tu te rends à quelque part vite. Mais c'est jamais aussi loin que quand tu t'y rends ensemble. Puis à un moment donné, il a fallu que je me déconstruise moi-même et que je prenne connaissance de toutes les forces que les autres pouvaient m'apporter et apporter au projet pour qu'on aille plus loin. Mais tu sais, dans le système scolaire où moi j'ai été, c'est un système scolaire très traditionnel, axé sur les notes, pas du tout axé sur la collaboration et les travaux d'équipe. Donc, j'étais habituée de réussir tout seul, puis je réussissais très bien. Fait que mon quotidien... Mes performances au quotidien ne faisaient que renforcer mon naturel versus d'autres systèmes scolaires où il y a plus de choses par équipe. Je pense que ça t'habitue plus jeune à travailler en groupe. Fait que pendant très, très longtemps, moi, ce que je suis a été renforcé par mon environnement, mon expérience de vie.
Et ben c'est ça. Maintenant, je consulte plus. C'est pas toujours en automatique. C'est pas mon naturel, mais je le fais. Ouais. Je consulte plus, j'implique les gens, je parle plus, je nomme plus aussi les choses. Puis ça peut aider, mais puis plus d'humilité aussi, ça a aidé. Plus de perspective. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis mieux perçue. Je suis perçue comme une meilleure leader. Ouais, je pense pas que les gens avec qui j'ai travaillé quand j'avais 28 ans me reconnaîtraient aujourd'hui. Ben, moi, je pense que le syndrome de l'imposteur a fait en sorte que je ressentais le besoin de me préparer doublement, triplement qu'une personne qui probablement avait pas ce syndrome-là. Tu sais, si je me rappelle, comme je disais, dans la position où j'ai été parachutée. Puis la plupart, j'ai souvent été parachutée dans des positions où je ne m'en attendais pas, où que j'ai été L'armée. que j'ai été mis dans des hors de ma zone de confort. Ce qui fait en sorte que, OK, tu te prépares doublement, tu veux paraître, tu veux vraiment t'assurer que tu as toutes les réponses à toutes, tu valides l'information. Mais je sais pas si le syndrome de l'imposteur a fait en sorte que j'ai une attitude collaborative, parce que généralement, je consulte beaucoup avant de prendre une décision, puis là, je prends la décision, puis go, on y va. Mais je sais pas si c'est dû au syndrome de l'imposteur ou juste parce que c'est comme ça que, en tant que leader, que j'aime opérer. Ouais, c'est ça. Toi, Marilyn? Avant que tu répondes, Marilyn, ce que tu dis, dans la même étude, c'était vraiment le fait que les syndromes de l'imposteur, il y a du positif là-dedans. Ça disait que ça va te pousser à donner le meilleur de toi-même pour certaines gens. C'est le fait que tu ne penses jamais vraiment à la hauteur, ben, tu vas te pousser à donner un petit peu plus, puis c'est ça qui fait que tu réussis bien. So, c'est comme un genre de... C'est négatif parce que, je veux dire, c'est pas un sentiment qui est plaisant tout le temps, mais c'est ça qui fait en sorte que tu te dépasses. Puis ça s'estompe avec ça s'estompe avec le temps, avec l'expérience, avec la crédibilité dans l'organisation. Je l'ai de moins en moins, ce syndrome-là, qui est peut-être pas une bonne affaire en bout de ligne, mais je l'ai de moins en moins parce que, tu sais... peut-être avec quelque chose d'autre, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, je suis plus sécure dans mon expérience, dans ma crédibilité, dans ce que je sais, dans les skill sets, tu sais, les outils que je peux aller chercher. Puis on se met moins de pression aussi, plus on évolue dans notre domaine, où on acquiert du confort. Tu réalises qu'une erreur ne va pas tuer toute ta carrière. Exact. Tout dépendant de l'erreur, là, mais je veux dire... Je peux en nommer quelques-uns. RH, probablement, mais bon. Mais tu sais, généralement parlant, une erreur de connaissance ou un manque de connaissance, ça va pas faire en sorte que tout d'un coup, tu vas être décrédibilisé en avant de tout le monde. Sur la main, je t'ai coupé la parole. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui fuel ma performance. Tu sais, c'est vraiment ça qui m'aide à, justement, comme tu disais, là, à rester, dire, OK, là, il faut que j'en fasse plus, je vais aller plus. Des fois, il faut faire attention parce que ça peut aussi, tu sais, te brûler, là, parce que il n'y a jamais de fin, là. T'es jamais rendu au maximum de où est-ce que tu peux être, de dire, regarde, this is good. Moi, dans ma façon d'utiliser ça aussi, c'est plus dans la collaboration puis d'aller valider un certain nombre de choses. Et moi, ça m'a beaucoup servi parce que là, je fais de la socialisation. Maintenant, je veux gérer un changement ou un projet. Tu sais, je vais aller comme en parler avec une personne sur qu'est-ce que tu en penses. Et ça aussi m'aide à gérer le changement parce que là, tu as comme socialisé un certain nombre de choses que quand tu arrives au moment de prendre la décision, ben là, c'est comme tout le monde a pris la décision déjà avant. Exact. Donc, et là, c'est comme, ben oui, tu sais. Puis là, c'est moins, le fardeau est moins sur mes épaules, mais surtout, le truc est comme adopté ou validé. Fait que je trouve que ça m'a, moi, servi beaucoup, ce besoin d'aller valider avec les gens pour me dire, OK, je m'en vais dans la bonne direction, là. Ben, de aussi aider pour gérer des changements. Il n'y a pas de surprise pour les gens. Là. Ils t'ont suivi tout le long de ta pensée, puis la conclusion, elle est
évidente. Un homme naturel. C'est le meilleur change management, right? Ouais. Ils font partie de la décision, therefore ils peuvent pas être sont contre, engagés, c'est ça, c'est ça. exactement. Souvent, le feedback que Il j'ai adopte. sur mon style de leadership, c'est que j'ai un leadership très inclusif, justement, parce que puis ça me permet aussi moi-même d'ajuster ma décision, parce que là, je dirais à Candice, puis elle va dire « Ouais, mais là, t'as-tu pensé à ça? Ah ouais, bon point. Fait que ça me permet de réajuster. Fait que c'est sûr que c'est moins rapide, mais ça stick. Exactement. Ouais. Ça stick. Moi, j'aime ça. Je me sens comme un in-between de Kat, MH, puis un peu d'Amy aussi. Est-ce que toi, t'as le sentiment d'imposteur? Moi, faut se dire que je suis pas quelqu'un qui... J'ai plein d'affaires. J'ai alors. beaucoup d'issues, mais dans le syndrome de l'imposteur, je suis quelqu'un qui va préparer beaucoup, organiser beaucoup, puis avoir un 5-step plan à tout. Donc, c'est rare que je me mette dans une situation, ce qui n'est pas une bonne chose, là, mais c'est pas rare que je me mette dans une situation où je suis complètement hors de ma zone de confort et prise par surprise. Ouais. Tu sais, j'ai un pivot assez facile dans ces choses-là parce que la façon que mon cerveau fonctionne, il faut que j'ai un 10. Je parle worst case scenario, comment je peux me sortir de là, puis après ça, je backtrack. Donc, ça fait en sorte que je suis prête pour certaines affaires. Ce qui ne fait pas en sorte que j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Mais je vais vous amener à ce qui m'amène à ma prochaine question. Donc, j'ai eu le syndrome de l'imposteur souvent. Des fois, j'étais un peu comme Kat dans le sens que j'étais probablement pas totalement sensible à mon environnement. Puis, on est un peu bulldozer. Donc, des fois, j'aurais peut-être dû l'avoir un peu plus. Et sur d'autres choses, je me questionne beaucoup maintenant. Puis des fois, je me dis, je remets les choses, je dis, hey, ils m'ont nommé. Allons-y. Ils t'ont nommé, t'es capable. C'est Exact. ça. Mais il faut se parler. Hein? Donc, ça m'amène à, moi, quand j'ai commencé un peu ce sujet-là, j'ai toujours l'impression que les femmes le vivaient plus que les hommes. Puis, je passais à travers au moins 5-6 recherches qui disaient non, on le vit différemment. Donc, les femmes, on va le verbaliser plus, puis on va le nommer. Puis les hommes vont juste être insécures. Puis ils seront pas... Non, mais dans le sens, ça sonne mauvais, mais ils vont être insécures par rapport à dire que j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est plus difficile pour eux d'exprimer leur vulnérabilité en général et encore plus au travail. C'est exactement ça. Puis, une chose qu'on n'avait pas vraiment parlé par rapport à l'agisme, exact, merci les filles. Doing so well. C'est... I was doing so well. Keep it up. C'est le fait que justement, il y a beaucoup plus de compétitivité sur certains postes, tout ça. Donc, ça crée un autre sentiment d'imposteur pour certains. Il faut tout le temps qu'ils restent en top. Moi, j'aimerais tellement ça assister à une conversation. En fait, à cette conversation avec 4 gars de 45 ans. Tu sais quoi? Quand je pensais à cette... puis je pense qu'on devrait faire un autre épisode, syndrome de l'imposteur, puis avoir des invités gars. Ouais. Plus dans certains domaines, ceux qui sont plus aptes à verbaliser certaines choses, puis certains qui, c'est peut-être pas des questions qui se sont jamais posées, mais avec la définition, voir comment ça évolue pour eux. Ouais. Puis après, comparer nos impressions, ça serait... Saison 2! Saison 2. Note cette idée de podcast 4. OK. J'ai eu l'impression que, justement, c'était différent, puis les recherches nous poussaient là-dedans. Même pourcentage, mais vécu différemment. Mais ce qui m'a surpris... Attends, ou ce qui m'a je sais pas, j'ai appris. Hein, c'est selon plusieurs recherches, les hommes blancs sont tout aussi prônes de souffrir de syndrome de l'imposteur qu'une personne de couleur ou une femme ou n'importe quelle minorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que un genre de justement, mini-révélation pour moi, c'est la mention dans certains articles qu'il ne faut pas confondre le syndrome de l'imposteur et le manque d'appartenance vécu, the lack of belonging, vécu par certains groupes sous-représentés dans les cercles d'influence. J'ai lu ça, j'étais comme, wait a minute. Qu'est-ce que tu veux dire? OK. Donc, l'exemple qu'il donnait, c'était... je vais prendre un exemple. Il y a 10 leaders dans une compagnie. Ils font la promotion d'une femme ou d'une minorité visible ou de quelqu'un. C'est tous des hommes blancs. Ils font la promotion d'une femme dans ce cercle de leadership-là.
elle a les compétences, c'est bien correct, là, tout est correct. Donc, tu arrives dans un nouveau poste, puis c'est pas nécessairement tes compétences que tu mets en jeu, mais tu te sens pas à ta place. Puis tu penses que c'est un syndrome de l'imposteur, mais c'est pas ça. Fitting in. You're not fitting in dans la majorité. Exactement. Tu devrais pas être là parce que... Oui, c'est juste pas confortable. Ouais. Tu sais, puis je sais pas comment le verbaliser, mais t'es comme... oui. c'est différent, là. Tu sais, tu rentres, puis... Il y a une différence entre le sentiment de l'imposteur qui, selon ta définition, il y a une angoisse reliée à la compétence. C'est intrinsèque. Versus cette femme-là, si c'était 5 femmes et 6 gars qui étaient dans l'équipe, probablement que ce sentiment de non-appartenance, elle l'aurait pas. Ça n'a rien à voir avec tes compétences. C'est exactement... moi, ça arrive tout le temps, là, que je suis la seule femme Mais est-ce que autour tu de te la sens table. Ne faisant Ben, je comme me pas sens partie. très bien. Mais ça, Non, mais dans le sens... Non, mais moi-même, pour je de me sens vrai. très bien, mais je me suis jamais posé la question. Ouais. J'avais jamais... C'est vrai Faut pas que confondre. c'est un petit peu... c'est borderline. Hein, C'est vrai, ouais. Puis ouais, tu peux, je tu suis sais, d'accord. là je parle de femmes et hommes. On peut parler de un différent type d'homme, un homme homosexuel versus d'autres... Une gang de bros. C'est ça, une gang de bros, boys club. Tu sais, je veux dire, t'as toutes les compétences requises, Ouais. mais il y a quelque chose qui est inconfortable, puis tu penses que c'est ton syndrome de l'imposteur, puis c'est pas le cas. Puis j'ai l'impression qu'on se trompe souvent, puis qu'on n'adresse pas les bonnes choses. Il peut y avoir les deux en même temps, mais Oui, il peut y avoir toujours. juste un ou des deux. l'autre. Ouais, Ouais, très exactement. bon point. Ouais. Donc oui, c'était super intéressant d'apprendre que justement le syndrome de l'imposteur et le manque d'appartenance vécu par des groupes minorités ou des groupes qui n'étaient pas représentés beaucoup dans les cercles de leadership, ça pouvait biaiser les données par rapport au syndrome de l'imposteur. Oui, vrai. Oui. Ben oui. Dans le fond, après ça, j'ai fait le tour, j'ai regardé, comment on peut s'aider, justement, pour moins se sentir imposteur dans nos rôles. Ou Kat, peut-être se Ça s'appelle sentir Catherine, plus- ça s'appelle Catherine. Moi, c'est ce que je fais. Mais non, mais bon, Help me. bon exemple, Anaïs, parce que une des façons de ne pas se sentir imposteur, c'est d'en parler ouvertement avec un groupe de confidents. Le cercle de la confiance. Le cercle de la confiance. Ça peut être au travail, ça peut être à l'extérieur du travail. Donc, parler à des gens qui... Moi, je me sens... mais la clé dans ces groupes-là, ce qui paraît, c'est faut que tu fasses très confiance dans les capacités de ces gens-là de te dire tes bonnes qualités et tes mauvaises qualités. C'est juste du monde qui vont te dire oui, non, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Ça n'a pas le même effet. Donc, en parler ouvertement. Qu'est-ce que vous pensez de mon premier truc? Je vais y aller avec un petit témoignage personnel. Mm-hmm. Mais en fait, moi, mon chum, il me dit souvent que j'ai beaucoup changé depuis que je vous connais. En mieux. Ouais, c'est ça. Attends. Oui, mais parce que justement, je pense qu'on a cette dynamique-là dans laquelle on peut être soi-même. Tu sais, que vous allez me dire, ça. Peut-être même trop. Mais Ça me calme. peut-être. Mais surtout, moi, je trouve que cette petite dynamique, puis d'avoir des gens, tu sais, qui peuvent, tu sais, en anglais, on dit caller ta shit, là, tu sais. Ben, ça, c'est... On dit ça en anglais ou Non, on dit ça en c'est ça, français? c'est comme en Québec, oui. En tout cas. Mais je pense que ça, c'est vraiment important. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup. Beaucoup plus que avec des gens au travail par rapport à me donner confiance. Puis pas de me dire, justement, t'es belle, t'es fine, t'es capable. C'est comme, hey, là, gère-toi, là. Puis, t'as ça, go for it. Fait que moi, je le vois que c'est pas de m'épancher avec tout le monde, mais vraiment des gens avec qui j'ai confiance, qui vont m'aider à me faire avancer. Là, ça a été pour moi une clé vraiment importante. Ben, ça c'est fait aussi dans notre cercle, avec énormément d'amour. Ouais, c'est ça. Puis tu le sais que, à moins que je couche avec ton mari, ce qui n'arrivera pas, le bond is unbreakable. Non, mais tu sais, le bond est unbreakable. Puis tes amitiés qui se créent, je dirais, tard dans la vie comme ça, il y a vraiment une communauté d'intérêt, puis il y a vraiment un intérêt
à être ensemble parce que Dieu sait qu'on a d'autres choses à faire. Ouais, c'est clair. On n'est plus à 8 ans à se faire amis avec les gens qui voisin, sont là. le voisin puis d'aller faire un tour de bicyclette parce que ma mère a pas fini le souper. Là. Donc, tu sais, chaque moment ensemble... J'adore. Non, mais c'est vrai, moi, je faisais ça. Mais chaque moment ensemble est choisi et heureux. Tu sais, on se sent toutes bien... c'est ça, on se sent toutes bien. Ben, aussi le fait que on est passé à travers une expérience commune. Oui. Le McGill HEC. Sans oublier le défi Leucan, il y a 3 ans. Le défi On a Leucan. fait courir 4 pendant une bonne, 2-3 heures. Je pense que c'est un périple. Mais cela étant dit, c'est que cette expérience-là nous a quand même amené à faire de l'introspection, Beaucoup. à s'ouvrir sur ces sujets-là. Puis pendant cette année-là, c'est 2 ans, ça a On a duré. beaucoup évolué. Ça a duré combien de temps? 16 mois. 16 mois, ben on a créé cette zone de confiance-là, puis on a exploré ces sujets-là aussi. Fait que je pense que c'est un bon truc, tu sais, pour les auditeurs et les auditrices qui pourraient avoir ce sentiment de l'imposteur-là, de se créer ou de trouver un groupe ou dans Un lequel... safe space, comme safe ils disent en anglais. space. C'est difficile, par exemple, je dois l'admettre, en tant qu'adulte, de C'est se rare. refaire un groupe d'amis comme ça et de ne pas avoir de honte à parler de choses qui tu sais, il y a des gens qui n'admettront jamais d'avoir un syndrome de l'imposteur. Là. C'est quelque chose qui est honteux pour certains. Donc, pour se retrouver un groupe de balises avec lequel tu peux parler comme ça, c'est quelque chose. Mais si nos auditeurs, auditrices sont plus jeunes, sont encore à l'école, c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un, j'imagine. Donc, pourquoi pas commencer à travailler là-dessus plus jeune. On parlait de l'âgisme. OK. La deuxième tactique pour éliminer le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas nous aider à gérer avec ça, c'est de gérer notre approche par rapport à l'échec. Donc, l'échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Ce n'est pas basé sur la honte. Tu sais. Tout le monde fait des erreurs. On va tous en faire. Peu importe le niveau auquel tu es rendu dans ta carrière professionnelle, il faut l'accepter et faut se créer un environnement où c'est correct. Exact, parce que, écoute, je vais vous revenir sur un de mes sujets préférés, la culture organisationnelle, mesdames. Ça dépend beaucoup de la culture dans ton organisation, parce qu'il y a des organisations qu'on ne nommera pas, où c'est plus difficile de sentir qu'on a droit à l'échec. Puis, échec et erreur, Oui. pas la même chose. Oui, Là. oui. Mais il y en a Erreur qui- se corrige, ben, c'est ça. échec plus permanent. On passe à un autre dossier. Là. On ferme le dossier puis on en est un autre. Puis tu sais, l'échec n'a pas la même conséquence partout. Les erreurs n'ont pas la même conséquence Non, partout. Si t'es exactement. chirurgien puis t'échoues, Oups! c'est pas mal plus difficile de... Mais ça arrive, c'est ça l'affaire, ça arrive. Puis, On est d'accord. Puis il faut que tu vives avec les conséquences, puis que tu passes à travers. Ouais, puis moi, je le disais en blague tantôt, mais c'est vrai, c'est une occasion d'apprendre. Fait que quand je sens que c'est difficile, je me parle et je persiste, parce que comme ma personnalité, c'est d'aller vite puis de rester dans les affaires que je suis bonne, je persiste, et à un moment donné, ça devient plus facile. Tu sais, ça devient... Fait que là, tu transformes ce qui aurait pu être un échec potentiel. Si tu t'arrêtes à la première difficulté, c'est sûr que ça va être un échec rapide, là. Mais passe par-dessus. Moi, je vois ça comme une course à relais avec des haies, là. Ah! Il y a des haies, il y a des haies, il y a des haies. Puis des fois, il y en a vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, il y en a moins. Puis à un moment donné, il y en a plus. Ils sont moins hauts. Ils sont moins hautes. Donc, il faut apprendre, peu importe la génération, à être résilient et à persister malgré les difficultés. Puis, tu sais, on a dans notre cohorte, il y a eu quand même quelques entrepreneurs qui ont vécu, je dirais pas des faillites, mais certainement des échecs avec les entreprises. Puis à un moment donné, si tu t'arrêtes là, ben t'en as plus d'entreprise, là. T'en as plus de monde qui font de l'entrepreneuriat. Tout le monde va rentrer au gouvernement puis va attendre sa pension, là. Donc c'est important de savoir jongler avec cette énergie
de « Oh, la haie s'en vient » ou « Oh, ça se pourrait que je l'ai mangé dans le front parce que je l'ai pas vu venir, je me relève puis je continue. » Mais c'est tough, là! Ben, c'est tout le temps sortir de sa zone de confort immédiate, parce qu'à chaque haie, comme tu dis, ben, c'est une autre zone d'inconfort. Ouais. À un moment donné, le plus que t'en fais, le plus que t'es confortable, le moins que tu te sens comme un imposteur à chaque fois que tu changes d'environnement. Puis je pense qu'un autre truc facile-ish à faire, c'est d'imaginer, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. Tu sais, parce que des fois, on s'embarque là, dans nos affaires, puis là, on panique un peu, mais tu sais, de se dire, écoute, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ah, c'est pas si pire. Si au moins on a l'assurance, la confiance qu'on a donné, notre 110%, qu'on a évalué toute l'information qui était disponible à ce moment-là, puis qu'on a pris la meilleure décision, en bout de ligne, it is what it is. Là. Il faut de rationaliser ça, je pense. Ça permet de... Une distance. Ouais, mais ceci étant dit, il y a des facteurs intrinsèques à toute personne qui font en sorte que même si tu te dis c'est quoi le pire qui peut arriver, même si tu te dis l'échec est acceptable, tu vas quand même le ressentir. Mais il faut le gérer avec ta... Mais c'est pas négatif. Non, moi, quand exactement. je suis inconfortable, je me dis, OK, là, parce que je me connais, je suis en train d'en prendre des affaires. Exactement. Pour moi, c'est un signe que là, c'est inconfortable, je suis comme, tu sais, je suis pas compétente, ça veut dire, oups, là, je suis en train d'apprendre, tu sais, de quoi. Fait que pour moi, c'est ma façon à moi aussi de me dire, je suis en train d'évoluer finalement, ou je suis en train d'apprendre des choses au travail, donc je me dis, c'est correct que ce soit là, tu sais, parce que ça veut dire que je suis en train de me développer. À la limite, quand je l'ai pas, je me dis, je suis en train de... Surf. T'es tout le temps en train de te questionner, toi. Oui. ça ne peut pas arriver quand je l'ai pas. Attends une minute, là, je l'ai, OK. Non, là, je l'ai pas. C'est un problème aussi. Attends une minute. Je veux juste préciser que les gens qui ont peu ou pas le syndrome de l'imposteur, ça veut pas dire qu'on se questionne pas, ça veut pas dire qu'on se prépare pas, ça veut pas dire... C'est juste un feeling qu'on n'a pas. Bon, c'est un des nombreux feelings que j'ai pas. Mais celui-là, je suis assez contente de pas l'avoir. Mais je veux pas que ça soit une glorification ou un passage nécessaire pour évoluer ou pour penser qu'on est prêt, préparé. Ça, pour moi, ça fait partie aussi de notre professionnalisme, là, d'arriver préparé, puis de toujours vouloir continuer à évoluer. C'est un trait de personnalité. C'est quelque chose qui est lié avec les gens qui sont perfectionnistes, les gens qui vont dans le détail, les gens que, tu sais, je veux dire, pour une présentation, tu te sens toujours à 100% prête? Rarement. Oui, mais c'est pas grave. Ça va être bon quand même. Parce que mon 80% est certainement meilleur que le 110% de ben du monde. Mais parce que j'ai tellement travaillé dans ma vie, je me suis tellement donnée. Mais même, il y a des gens qui se donnent à 110% puis ne seront jamais des bons présentateurs. C'est vrai. Je veux dire, chacun a son niveau de capacité, puis ce qui m'amène au dernier point, avant de conclure. Pour les gens qui souffrent de syndrome d'imposteur constant, ils donnent comme exemple de refaire le bilan de nos capacités souvent. Donc, refaire dans quoi est-ce que je suis bonne? Dans quoi est-ce que je me sens confortable? Dans quoi est-ce que j'ai réussi? Dans quoi est-ce que j'ai pas réussi? Puis vraiment, tu sais, dans le fond, c'est se connaître. Avez-vous déjà fait ça, vous, un bilan de capacité? Moi, souvent, je me pose la question de dans quoi je suis vraiment mieux ou meilleure, parce qu'on a les défauts de nos qualités. Souvent, je me dis, OK, j'ai pas de peur de parler en public. Est-ce que je suis bonne, par exemple? Okay. Sinon, d'avant. Ouais. Comment est-ce que les gens m'interprètent? Moi, je suis chanceuse au travail, j'ai un sentiment de confort avec certains de mes collègues que je peux leur demander, c'était-tu bon ça ou c'était poche? Puis ça m'aide beaucoup, là. Parce qu'on se pense tout le temps d'une certaine façon, on l'est-tu vraiment? Question de vie. Moi, j'ai jamais fait de bilan de capacité. Tu sais, je veux dire, j'ai fait des tests psychométriques pour évaluer un paquet de choses, mais de moi, de me dire dans quoi je suis bonne, pas bonne. Dans quoi moi, je me trouve bonne, puis après ça, aller le valider avec d'autres. Puis il y en a que tu vas être surpris, il y en a qui vont dire non, moi je te vois, t'es bonne là-dedans, mais ce que je te vois vraiment bonne, c'est ça. Puis juste ça te donne une perspective. Ça atténue un peu ton syndrome de l'imposteur, à ce qui paraît.
Mais des fois, on le fait, je pense qu'on le fait inconsciemment, ce bilan-là aussi. Là. Tu sais, je suis d'accord avec toi, Marie-Hélène, là, c'est rare qu'on va être là avec notre petit calepin. C'est quoi mon bilan? 2 colonnes. De compétences Pros and cons of image. mais on a... non, mais on le fait. Mais The eyes! je pense qu'on le fait quand même en se disant, ben écoute, ok, tu sais, j'ai tant d'années d'expérience, j'ai passé à travers telles expériences, tu sais, j'ai déjà fait quelque chose de similaire. Puis aussi, tu sais, je pense à des présentations, on parlait de présentations à tu sais, à des ministres. Tu te dis, oh mon Dieu, moi, je suis qui, moi, Marie-Ève Tremblay, pour aller présenter un ministre, mais de dire, ben, c'est une personne qui veut, tu sais, qui veut de l'information, c'est une personne qui a des enfants, puis qui, tu sais, qui chiale après son chum le soir, puis ça va faire. Fait que, tu sais, de dire, OK, regarde, on revient au niveau, j'ai la compétence, j'ai de l'information à offrir, peu importe la personne, c'est une personne, peu importe son titre. Donc, de revenir, tu sais, les 2 pieds sur terre, puis Encore, ça revient à what's the worst that can happen. Ouais. Puis, tu sais, You lose your job. la ministre... la ministre est sûrement aussi consciente que son titre peut être intimidant pour plein de monde. Fait que, aussi, quand les gens occupent des fonctions hiérarchiques élevées ou officielles, ça aide que ces gens-là tendent un petit peu la main, tu sais, soit facilitant, peu importe qu'ils ont devant eux. Fait que plus on va progresser dans nos carrières, plus il va falloir garder ça en tête. Mais c'est un super bon point, je vais faire du pouce là-dessus, tu sais, le 70%, pas que je pensais que j'étais la seule à vivre le syndrome de l'imposteur, je pense que tout le monde en parle, mais là, je me dis, quand je vais avoir des gens un peu comme tu as fait devant moi, il faut que je sois conscient que la personne en face de moi, elle l'a peut-être. Elle l'a peut-être. Puis Ces qu'est-ce réactions, que je fais c'est ça nos réactions par rapport pour à la nos... mettre confortable. Exact. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour dire, OK, moi, je l'ai, je vais me gérer, je vais me parler, puis je vais appeler Catherine, puis elle va m'aider. mais c'est correct. Tout personne n'a pas de Catherine dans leur vie. Oui, je suis très chanceuse. C'est très facile à trouver online. Mais Tu vas me faire solliciter, t'es qui? mais comme gestionnaire, je pense que c'est super important cette statistique-là parce que je me dis, ah ouais, là, j'ai 70% statistiquement devant moi qui le vivent, puis qu'est-ce que moi je fais pour faciliter? ouais. Je pense qu'on a une responsabilité aussi de dire, Faut le je suis en nommer, train de faut taper dans le sentiment de l'imposteur de la personne en face de moi ou pas, puis qu'est-ce que je peux faire pour le nommer, puis que ça soit pas tabou dans l'organisation. As-tu le sentiment de l'imposteur? Ouais. Tell me now! Mais tu sais, en même temps, c'est un sentiment cyclique aussi. Hein? Tu sais, des fois, Ouais, c'est pendant une période, tu fais le même job avec les mêmes gens, mais tout d'un coup, quelque chose est arrivé. Nouveau puis, boss. C'est ça. Mais même pas, mais même des fois, dans les mêmes équipes, tu peux... Il y a un projet, ça s'est un peu mal passé. Puis, tout d'un coup, ton sentiment d'imposteur kick in, tu sais. Ouais. So, en tout cas, on pourra en parler longtemps. Saison 2 avec des avec messieurs, avec puis des avec messieurs. aussi des expériences ou des anecdotes de comment on a été peut-être plus attentive aux sentiments d'imposteur des autres. Maintenant qu'on en a parlé, on va faire attention. OK, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado4à4@gmail.com. Balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4 @gmail.com. On va y arriver. Et merci encore une fois à l'Association de diplômés HEC Montréal qui présente le balado. Sans oublier, sans oublier tous ceux et celles qui nous ont aidés à créer l'image du projet. La mise en beauté est facile avec les produits Marcel et les Oitiers. Et quel plaisir de profiter de l'hôtel Alt Griffintown qui nous a accueillis pour la séance de photos avec la talentueuse Noémie Cadieux. Les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Yes! Peut-être la semaine prochaine, je vais être capable de lire ça comme dimanche.